Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes et des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur le podcast Anima Show avec le soutien d'Anime France et 22D Musique, le partenaire musique des acteurs d'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Borde, vice-président et directeur du pôle télévision Done Kids and Family, qui appartient à Media One. Bonjour Julien. Bonjour Sabri. Comment ça va ? Ravi de t'accueillir aujourd'hui ici sur site. Je pensais que jusque-là, tu avais plutôt un studio. Je t'avais jamais vu aller dans les studios. Et ouais, en fait, pour la nouvelle formule, nouvelle saison, on a décidé d'aller à la rencontre directement des invités dans leur c'est très sympa. Ça prend beaucoup de place. Les gens ne voient pas, mais ça prend énormément de place dans la salle de réunion. Dispositif. Et on remercie l'équipe de réalisation du Studio Majorel pour leur travail. Merci, petite question. Pour avoir été du côté programmation et chaîne et aujourd'hui du côté producteur, est-ce que ça vous donne un avantage considérable sur le marché ? Considérable, je ne sais pas. L'histoire le dira. Ouais. En tout cas, c'est vrai que j'ai passé les 25 premières années de ma vie professionnelle du côté des diffuseurs et à programmer les dessins animés pour enfants, à les acheter, à les coproduire. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Ouais. Je suis tombé dans la marmite du dessin animé très jeune. J'aime ça, je connais le genre, je connais les programmes jeunesse depuis très longtemps et je connais beaucoup des acteurs qui sont devenus mes interlocuteurs de l'autre côté de la barrière. Donc c'est sûr que c'est mon secteur depuis toujours, je le connais bien, je l'aime, je suis passionné par ce genre et on a la chance d'être dans ce secteur dans lequel la passion compte beaucoup, qu'on soit côté diffuseur ou côté producteur. Et puis vous rejoignez une société qui était Méthode Animation, devenue On et aujourd'hui qui appartient à Media One, mais qui a depuis elle aussi 25 ans finalement fait la création de programmes jeunesse. Plus de 1000 épisodes produits. On va voir quelques images un peu de tout ce qui est fait chez vous. Qu'est-ce que ça a changé dans la manière de concevoir la stratégie éditoriale finalement que de rentrer dans un groupe comme Media One ? Alors le groupe Media One a acquis Méthode Animation en 2018. C'est d'abord la rencontre entre deux entrepreneurs et deux producteurs que sont Aton Soumache, le créateur de Méthode Animation, qu'il a fondé il y a plus de 25 ans et qu'il a imposé comme une des sociétés leaders, comme le principal producteur d'animation en Europe. Ouais. Et puis de l'autre côté, Pierre-Antoine Capton, qui est donc le créateur avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse de Media One. Donc Media One, c'est ce studio européen multigenre qui a vocation à soutenir, à incuber les talents et à apporter des histoires au monde entier, des histoires françaises et européennes au monde entier. Donc c'est de la rencontre d'Aton et de Pierre-Antoine qu'est né Media One Animation, dans laquelle se trouve aujourd'hui Méthode et dans laquelle qui est le studio que je suis en train de travailler et de monter. Cool. Il y a justement une photo, là, on va voir de Pierre-Antoine Capton. Effectivement, Media One, ça appartient à Xavier Niel et Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton. Très belle photo du président. Très belle photo, dans les locaux d'ailleurs. Et effectivement, ils ont pour objectif de répondre aux demandes croissantes des streamers, en fait, en quelque sorte. C'est vraiment la ligne directrice qui sont données. Oui, tout à fait. Media One travaille vraiment à la fois pour les acteurs traditionnels, qui représentent toujours une partie importante des contenus que nous produisons, de 10% à C'est à vous, à C'est dans l'air. 10% qui a reçu un Emmy d'ailleurs hier soir. Quelques jours. Félicitations à toute l'équipe. Voilà, on est très fiers à Media One de ce succès de 10%. Ouais. On fait également du cinéma avec Bac Nord et avec beaucoup de producteurs de cinéma qui ont rejoint le groupe. Il y a plus de 60 labels de production qui constituent Media One aujourd'hui partout à travers l'Europe. Donc c'est vraiment un des groupes les plus puissants européens. Alors vous avez une carrière assez importante finalement dans le milieu de l'animation. Vous êtes passé par les chaînes de Disney Channel à l'époque. Vous avez fait France Télévisions pendant un long moment, avec poste de directeur délégué des programmes numériques aussi, SVOD. Donc vous avez connu toutes ces petites révolutions là, et suivi de près finalement l'évolution du marché. Et puis un petit passage aussi chez Warner Media. Ouais. Et là aujourd'hui des fonctions quand même assez stratégiques puisqu'il va falloir penser le line-up, la stratégie. Alors qu'est-ce que vous avez réussi à concevoir finalement comme distribution de contenu, au sens... Alors ici chez Méthode Animation et chez Media One, donc je suis arrivé il y a un an et on a repris la line-up et les productions en cours. On a réorganisé le travail des producteurs pour donner plus de clarté à la line-up de Méthode Animation. Donc on a
redéfini les périmètres de chacun des producteurs. C'est vrai que venant de grands groupes dans lesquels les choses sont très organisées, j'ai eu envie de reconstituer, de ranger un petit peu la chambre et de donner à chacun un périmètre précis. Ouais. Méthode Animation est très fort depuis très longtemps, comme on le disait au démarrage, sur toutes les réinventions d'univers très connus, que ce soit Le Petit Prince, Peter Pan, Robin des Bois. Donc c'est vraiment la spécialité de la maison. On va voir ça un peu plus tard. Donc on a créé un département classique, la direction des classiques, qui est dirigée par Olivier Pérouse. On a créé un département des originals, où là on développe des IP from scratch, qui ne reposent pas sur des IP existantes. Il est dirigé par Camille Wesh, qui développe actuellement Carter et produit Petronix Defender, ce qu'on verra peut-être un petit peu plus tard. Et puis on se lance dans l'animation adulte, qui est un peu un retour aux sources, puisque quand Aton avait créé le studio, il avait d'abord produit des films pour les adultes, à la fois Prodigies, Renaissance, donc des films qui avaient vraiment marqué leur époque. Il se trouve que maintenant, il y a vraiment une demande en télévision pour les séries d'animation pour adultes, et donc on développe de nombreux projets dans ce secteur-là. Ah oui, il y a des séries qui sont en train de cartonner actuellement sur les plateformes, tout à fait, et qui sont destinées aux adultes. Dans tout cet univers, il y a aussi un univers qui cartonne à travers le monde, qu'Aton a ramené ici finalement avec On et en partenariat avec Zachtoon, c'est Ladybug. Miraculous. Oui, Miraculous Ladybug, qui a des fans partout dans le monde. Et là aussi, c'est une histoire de rencontre, parce qu'on a la chance d'être dans des métiers qui sont faits autour de rencontres et de talents, et c'est la rencontre du talent d'Aton et du talent de Jérémy Zag. Qu'on va voir en photo tous les deux. Voilà, effectivement, il y a de belles photos des patrons, en fait, dans cette émission. Très belle photo, c'est ça. Et oui, c'est un énorme hit à travers le monde. Voilà, c'est vendu dans plus de 120 pays. Ça vient donc de cette rencontre entre Aton et Jérémy, avec également toute l'équipe de Miraculous Ladybug. Il y a plus de 200 personnes qui travaillent partout dans le monde autour de cette série. Très tôt, des partenaires sont arrivés autour du projet. Il y a de bonnes fées autour de Miraculous, comme Disney, TF1, Globo au Brésil, Toei Animation sur la première série. Donc, ils sont des bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de Miraculous Ladybug. Qui ont porté bonheur. Thomas Astruc également, qui est le réalisateur. Oui, tout à fait. Voilà, qui est également un personnage clé de la galaxie Miraculous Ladybug, qui est coproduit donc entre Zag et Méthode Animation. Absolument. Et que les deux équipes travaillent ensemble pour la porter à plus de 120 pays dans le monde. On a dernièrement fait des spéciaux qui ont cartonné. On visite le monde entier d'ailleurs. À New York. Parce que notre public est partout dans le monde. Donc on est allé à New York, à Shanghai, et on ira dans plein d'autres endroits. Et puis 2022, ça sera une année très importante, puisque un film Miraculous Ladybug sortira au cinéma. Donc là, ils sont en plein dans la production. Dans l'univers Miraculous Ladybug, on est toujours à fond. C'est clair. Et avec Jérémy Zag et Aton Soumache, on est toujours à fond. Ouais, c'est cool. En tout cas, c'est un vrai succès. Moi, j'ai toujours été très impressionné par cette franchise qui ne cesse de décoller. On a ici des jouets, et il y a plein d'autres éléments qui sont liés à cet univers, aussi des rencontres entre les fans et finalement la personnage elle-même sur Internet. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et puis ça représente, pardon, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. C'est vraiment ce mélange de savoir-faire et d'images venant de partout dans le monde qui aboutit à quelque chose comme Miraculous Ladybug. Il y a des influences asiatiques claires dans le show. Et on voyage partout dans le monde. Et c'est vraiment très symbolique, très emblématique du succès de l'animation française, qui prend des influences partout et qui en fait des contenus culturels qui plaisent aux enfants partout dans le monde. En tout cas, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter avec Jérémy et Aton lorsqu'il y aura le lancement du long métrage. Ils viendront avec plaisir. Ouais, ça serait top. Et ça sera beaucoup moins calme. Oui, j'imagine. En tout cas, sur ce que tu as énoncé tout à l'heure, il y a les classiques. Ensuite, il y a les originals et puis la partie adulte animation. On va faire un petit focus sur les classiques, justement. On a, tu disais, Olivier Pérouse, qui est responsable du département là-dessus. Tout à fait. Dans les classiques, il y a évidemment Robin des Bois, la série qui a plusieurs années de diffusion déjà. Oui, saison 3, c'est une série d'ailleurs que Olivier Pérouse, qui était à la base auteur. Ah, d'accord. C'est lui qui a écrit la première Bible avec son frère de la série Robin des Bois, qui est donc une série qu'on coproduit avec TF1 avec succès depuis de nombreuses années, puisqu'on est effectivement à la saison 3, qui est passée pendant les vacances de la Toussaint
et qui a fait un carton dans T'es fou. Donc on est également partenaire avec la ZDF sur cette série et c'est aussi un des programmes que les enfants allemands adorent. Ouais, on va voir, c'est assez dynamique et on va regarder quelques images. Des fêtes entre amis, des rires. Ah, qu'il fait bon vivre à Nottingham. Mais une terrible menace a débarqué à Sherwood. Des barbares venus du nord pour semer la terreur et tout voler. Non, c'est mon or. Les Vikings. Le royaume est en danger. Sauf qui peut. Tout le monde a peur. Sauf Robin des Bois, bien sûr, et ses amis. Voilà, c'est vraiment cool en termes d'image, de scénarisation, même la réal, je trouve, est assez réussie. Et je savais pas justement que Olivier Perrault était à l'initiative de ça. Donc tout à fait. Il est monté finalement. C'est un talent méthode animation qui a grandi, qui est d'abord passé directeur d'écriture, et puis ensuite producteur. Et donc désormais, il dirige toute cette ligne classique qui est super importante pour nous, puisque c'est l'ADN de méthode animation, et qu'on sait faire ça, on sait réinventer des univers très classiques que les parents et enfants adorent, mais dont ils vont voir des nouvelles versions grâce au travail de tous les artistes qui travaillent avec nous. Et ils travaillent actuellement d'ailleurs sur la réinterprétation de l'univers d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Absolument. Et pour la première fois, Les Trois Mousquetaires sont des jeunes filles. Des filles. Charlotte d'Artagnan. C'est cool. En fait, vous avez vraiment ce savoir-faire d'aller chercher, puiser dans les classiques et de les remettre au goût du jour pour un jeune public, en fait. Tout à fait. C'est l'ADN de méthode animation. Il fait ça très comme bien, ça qu'Aton Soumache à l'époque a constitué la société. C'est quelque chose qu'il n'a pas inventé. C'est quelque chose qu'un certain Walt Disney a inventé préalablement dans l'animation. Tout à fait. On voit ta passion autour de l'animation sur Walt Disney. En tout cas, c'est un 52-13 minutes en 3D qui est prévu pour Les Trois Mousquetaires. Et effectivement, c'est porté par Arthur Depin. Tout à fait. Alors, c'est le design d'Arthur Depin, à qui on l'on doit notamment Zombillenium, le film qui était très chouette. Il avait fait une très jolie série pour Xylam également, Kind of Magic, qu'il avait designé. Et là, il nous a fait une bible graphique fantastique autour de cette réinterprétation des Trois Mousquetaires. Cette création l'animation, c'est extrêmement long. Non, mais déjà, la création de la bible graphique, dès le moment où on se dit on va travailler sur Les Trois Mousquetaires, et qu'on passe à... Ça, sur la phase design graphique et bible, c'est vraiment pas la phase la plus longue. C'est plutôt la phase de financement qui peut être un peu lente, et puis la phase de production où on met généralement entre 18 mois et 36 mois à produire une série. D'accord. Et sur le financement, c'est déjà bouclé avec... c'est en bouclage. En bouclage, très bien. On vous et souhaite le meilleur. Elle a beaucoup de succès. Sachant que dans le groupe, on a également... Dimitri Rassam avec Chapter 2, qui est une société de production qui vont faire dédiée au cinéma, qui fait un grand film. Ah, c'est un grand film, en deux opus, 2 films autour des Trois Mousquetaires avec un casting exceptionnel. Non, mais c'est fou ce retour aux sources des Trois Mousquetaires. Là, en fait, il y a beaucoup de. Même j'ai entendu parler d'un manga potentiellement aussi autour de ça. Mais c'est impressionnant. J'ai discuté aussi avec un scénariste qui a bossé pour Pinocchio. Je le salue d'ailleurs, il se reconnaîtra. Ça c'est pareil, c'est une adaptation j'ai envie de dire d'un conte mondialement connu, quoi. Et là, c'est d'après l'œuvre de Collodi, c'est ça ? Tout à fait. On n'est pas les premiers à s'y être tentés, à cette adaptation-là également. Et je pense qu'elle est effectivement très réussie. Et puis, c'est la première coproduction avec Palomar. Palomar, c'est le principal producteur de fiction qui appartient au groupe Media One. Qui appartient au groupe Media One. Donc, on est très heureux d'avoir travaillé avec eux. Et ils ont monté un studio d'animation en Italie. Ah, très bien. Mais dans quelle ville ils sont ? Autour de ce projet. Ils sont dans une ville que je ne saurais pas te donner immédiatement. mais voilà, ils sont au nord de l'Italie. Et je vais les voir là dans une dizaine de jours. Donc c'est eux qui fabriquent. Pendant le confinement, on n'a pas pu aller les voir. On a tout fait à distance. Et là, on va les voir avant Noël pour visiter le studio. Et nos équipes ont travaillé à distance ensemble entre la France, l'Inde et l'Italie autour de Pinocchio, qui est une série qu'on coproduit pour la RAI et pour la RAI, ZDF. Pour ZDF et pour France Télévisions. France Télévisions lancera la série à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est un peu la qualité première à avoir ici, c'est d'être à l'aise avec tous les genres différents, parce qu'on navigue d'un genre à l'autre quand même, et il faut réussir à mettre ça en... Alors chez Media One, on travaille sur tous les genres. Dans la partie Media One animation, on a quand même un focus et on fait
principalement de l'animation, même si on a de l'ambition sur les fictions jeunesse et les fictions adultes, dont on reparlera un petit peu plus loin dans l'entretien, autour de Magical Society, je pense. On va mettre quelques images et sons. Très jolie série que je vous recommande. Son truc, c'est la magie. Mais bon, elle a encore des progrès à faire. Il y a aussi Volpec, le fils du maire du village. Il se croit toujours meilleur que tout le monde et il peut vite être insupportable. Celle qui saute partout, c'est Léonie, une princesse super forte à l'épée. Prince qui est charmant comme tous les princes. Follet, le premier de la classe. Corate le gourmand. Cookie qui sent tellement bon la vanille. Bref, on rigole tout le temps. Les enfants, sauf quand... n'oubliez pas vos exercices de mathématiques. Super idée. Ensemble, il nous arrive des trucs incroyables. Parce qu'au village enchanté, on croise des ogres, des sorcières, des lutins maléfiques, des fées, des chevaliers fantômes, des loups. C'est canon, hein, en termes d'image. Merci. La série a démarré en Italie, parce que Pinocchio, son pays d'origine, c'est l'Italie. Elle a démarré d'abord en Italie avant la France. On a même fait... Son papa, c'est Geppetto. On a même fait le journal de 20h en Italie avec Pinocchio, ce qui est rarissime. En France, ça nous est arrivé quelques fois avec Miraculous Ladybug. Et donc, elle a beaucoup de succès, à la fois sur le service à la demande de la RAI et sur les chaînes jeunesse de la RAI. Là, la cible la cible, c'est du 4-7 ans, ce qui est une cible un peu plus jeune que ce qu'on fait d'habitude. Chez Méthode Animation, et là on a décidé vraiment de s'adresser également à cette cible-là, qui est une partie importante du marché jeunesse. Que vous connaissez bien, vous, à titre personnel aussi. Le 4-7 ans Ouais, non. Oui, pas, tout à fait. À l'époque, vous avez fait du développement, non il me semble. En chaîne, j'ai ciblé, on va dire, tous les publics enfants. Donc il y a eu un moment où effectivement je me suis beaucoup occupé du préscolaire à France Télévisions, quand on a redynamisé les zouzous à l'époque, donc où effectivement là j'ai lancé beaucoup de productions pour ce public-là sur France 5. Chouette. Donc on a vu Robin des Bois, Pinocchio, Les Mousquetaires dans la partie classique. Il y a aussi Le Petit Prince, évidemment. Le Petit Prince, c'est le programme iconique de Méthode Animation. L'histoire a démarré, je crois, en 2005-2006, quand Aton a produit la première série tirée de l'univers du Petit Prince, la première série télé. Donc c'était à l'époque un 26 x 26. Il y avait même un format où c'était 2 histoires de 26 minutes qui constituaient une seule histoire. À l'époque, j'étais à France Télévisions, donc Aton m'a vendu cette série. Je le disais toujours à l'époque, et je le dis toujours, que c'était un certain stade de folie de s'attaquer à une œuvre aussi iconique. Exactement. Une œuvre littéraire qui veut dire beaucoup pour beaucoup de ses lecteurs. Et on a tous un rapport très particulier à une œuvre comme Le Petit Prince. Donc c'était une folie, c'était très dangereux. C'est une œuvre très profonde. Déjà en la lisant, mais même en regardant le film. Moi, je me souviens encore des frissons que j'avais avec ce film. Et puis d'ailleurs, il a eu un César. Tout à fait. C'était très risqué sur la série, parce qu'en fait l'histoire a démarré avec cette série animée qui a été produite pour France Télévisions à l'époque, et puis ensuite les équipes de Méthode ont travaillé avec les équipes de la Succession Saint-Exupéry. Des relations établies étaient très fortes, et donc ils ont également fait un film d'animation qui est celui dont tu parlais, Sabri. Et puis actuellement, donc il y a eu un succès mondial, et a été multi-récompensé. Et puis aujourd'hui, on travaille pour la première fois sur... C'était réalisé par Mark Osborne, d'ailleurs. Tout à fait. Et on travaille aujourd'hui sur la première itération préscolaire autour de l'univers du Petit Prince. C'est Le Petit Prince et ses amis qu'on fait là aussi pour la RAI, pour la WDR en Allemagne et pour France Télévisions. Et donc c'est la première fois qu'on emmène l'univers du Petit Prince sur un public de 4-7 ans, dont on parlait juste avant. Et la série est en 2D, ce qui est aussi quelque chose d'assez rare pour Méthode d'animation. Et c'est les images qu'on a vues. On va voir juste après les images. C'est justement ce passage du film d'ailleurs qui a donné l'envie aux équipes ici d'adapter en 2D l'univers du Petit Prince. Ah oui, mais ces passages sont extrêmement poétiques et vraiment, j'invite tous les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas encore ce film à le regarder, à le partager en famille parce que c'est extraordinaire. Et ça mérite tout à fait toutes les récompenses qu'il a eues. Oui, ce que tu disais, c'est l'adaptation en série 2D. On va voir une image juste après. À une époque, je crois, il y avait quand même l'intention de faire ça en 3D, la série en 3D.
Oui, je pense qu'il y a eu. Et puis après, vous avez décidé finalement de passer. Alors moi, je n'étais pas là autour de la table, mais il y a eu beaucoup de réflexions. Forcément, et à l'époque de la première série, on a réfléchi dans tous les sens. C'est le principe. Quand on prend un sujet comme ça, on ouvre toutes les portes possibles, on jette en l'air plein d'idées, et puis certaines retombent plus ou moins bien. Et donc là, en tout cas, pour l'emmener au public préscolaire, on a choisi d'y aller en 2D avec cette très belle série. Comment vous voyez ça va être top, visuel teasing. Ouais. Est-ce que comment ça se passe justement ces prises de décision, ces moments où on teste les idées, on les jette en l'air et on voit comment ça rebondit concrètement? Si j'étais à votre place exécutive dans un groupe comme ça et qu'on fallait vraiment réfléchir à est-ce qu'on fait le Petit Prince en 2D, en 3D, à qui on l'adresse, etc. Ce processus, il se déroule autour de réunions, c'est des échanges, c'est une conversation. Comment est-ce qu'on arrive à trancher? Comme dans toutes les grandes boîtes, dans toutes les boîtes, il y a de la réunion. Ouais. Il y en a plutôt pas mal, mais c'est des réunions parfois un peu plus bazardeuses que dans les grands groupes. Logique, de télévision, en tout cas. Moi, c'est mon expérience. Mais ça se fait, autour de réunions, autour d'échanges. L'animation, par essence, c'est extrêmement collaboratif, puisqu'il y a un nombre de corps de métiers différents qui contribuent à la fabrication du dessin animé qui est délirant. J'ai fait le tour des locaux, là on a vu des artistes à l'œuvre et tout, c'est extraordinaire. Et donc dans cette première étape-là, il y a déjà des échanges et de la collaboration au sein des équipes d'abord. Il y a un producteur artistique qui assure un développement avec lequel on échange des idées, le management, le producteur artistique, il va faire venir un directeur d'écriture, un réalisateur, on va échanger autour d'une potentielle série. Et puis moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'emmener ces débuts d'idées et de les présenter aux chaînes, pour voir aux chaînes, à nos clients, pour voir si elles sont autant emballées que nous par une idée. Donc ça, on le fait à plusieurs stades du développement. On peut faire dans le pré-développement, puis dans le développement. Nous, généralement, on aime bien arriver avec déjà pas mal de choses pour raconter l'histoire et pour susciter de l'envie et de l'enthousiasme chez nos partenaires. Oui, j'ai entendu parler un peu de la manière de faire d'Aton, justement, qui aime bien mettre en scène le moment du pitch. Et ça, je trouve ça extraordinairement malin et en même temps juste appréciable, parce que le pitch soit validé ou pas, greenlighté ou pas, on a passé un bon moment, on a rencontré un univers et tout. Et ça, le métier, c'est vraiment de raconter des histoires, et ça démarre par le rendez-vous avec une chaîne qui va vous donner le financement pour réussir à emmener cette histoire auprès des enfants. Et l'histoire démarre vraiment là, et on emmène nos futurs partenaires dans cette histoire dès le premier pitch, en fait. Ça doit être chouette. J'aurais bien aimé un jour participer. On pourra vous embarquer si vous voulez. Ouais, pourquoi pas. Avec une petite lorgnette pour regarder. Ok, en tout cas, voilà pour la partie classique. Il y a aussi la partie originale dont on a parlé tout à l'heure avec Camille Hoche aux responsabilités. Et là, il y a une nouvelle œuvre que vous développez qui s'appelle Petronix. Tout à fait, Petronix Defenders. Et il y a un petit enjeu industriel, on va dire. Tu as envie de faire les mouvements des personnages. Je suis arrivé, je me suis dit allons-y. Non, mais il y a un petit enjeu industriel puisque vous avez un partenariat avec le groupe chinois de jouets Alpha. Tout à fait. On est leader en partenariat chinois, avec eux. Ouais. Oui, c'est un groupe qui est notamment à la franchise Super Wings, qui cartonne partout dans le monde. Et donc c'est une idée qui est vraiment née ici au studio, que Camille a développée, travaillé avec des artistes ici. Puis on l'a proposé à Alpha, et on a travaillé ensemble la série pour en faire une franchise que les enfants adoreront. Dans le secteur de la jeunesse, on réfléchit très souvent en termes de franchise. C'est un des seuls secteurs audiovisuels où dès le démarrage d'une série, dès avant la mise à l'antenne, on travaille déjà avec des partenaires industriels pour que les enfants puissent trouver dans les cours de récré, parce qu'il faut anticiper, sur les rayons des librairies, tout l'univers avec lequel ils auront envie de jouer. Et ce cas-là, c'est un cas exemplaire là aussi. On travaille cette série depuis 3 ans. Avec Alpha, bientôt les enfants la découvriront sur les antennes partout dans le monde, sur Super RTL en Allemagne. La ligne de production est déjà La ligne de production est déjà lancée. Et donc au moment où les enfants verront le dessin animé et découvriront nos Petronix Defenders qui se battent partout dans le monde pour sauver les animaux. Sauver la planète. Sauver principalement les animaux. Chaque épisode, c'est la préservation d'un animal spécifique. Avec l'idée très sympa dans ce show, c'est que
ils portent tous des sacs à dos et que ces sacs à dos se transforment en animaux robots. Ah, d'accord. Voilà, ce qui fera de très jolis jouets. Donc c'est une belle série en partenariat avec Alpha, avec une logique économique M6 en France, Super RTL et partout dans le monde puisque la série se vend très très bien. Quand est-ce que ça sera diffusé pour la première fois ? À la fin de l'année prochaine. Ok. Cool, on va regarder ça avec attention. Et c'est des chaînes plus que des streamers dans ces cas précis. Hein, ouais. Là, oui. Là, dans ce cas-là, c'est des chaînes parce que les chaînes traditionnelles sont très importantes pour l'exposition, pour le monde du jouet. Bien sûr, ouais. On en avait discuté à une époque avec... il me semble que c'était dans un épisode il y a assez longtemps sur Peppa Pig. Effectivement, la télévision est importante dans l'exposition auprès des jeunes publics, quoi. Et donc, du coup, l'équation économique qu'il y a derrière, potentiellement. En tout cas, je trouve ça bien et assumé de dire, bah voilà, on a travaillé sur un concept qui, derrière, est décliné en jouets, on a travaillé avec les industriels en amont, et voilà, c'est juste, il faut que derrière, le projet soit viable, donc on met toutes nos chances... on met toutes les forces possibles derrière un projet de ce type-là, oui. Ouais, c'est top. Il y a d'autres originals dont on peut... Il y a un second original qui est aussi très prometteur, qui s'appelle Carter, qui est le titre de travail. C'est une forme de Super Mario pour les 4-7 ans, avec une bande de jeunes filles. Ils se promènent en karting à travers le monde. Une bande de jeunes filles, on n'a pas d'image. Non, on n'a pas de visuel encore, ouais. Mais ok. C'est parce que quelqu'un garde les images pour ne pas les révéler à nos concurrents. On lui fait on ne citera pas son nom. Mais elle a raison, cela dit, elle a tout à fait raison. Tout à fait, elle fait très bien son métier. On la salue. En animation adulte, on a Raphaël Séjourné qui chapeaute ces initiatives. Qu'est-ce qui a été annoncé ? Donc il y a Jam, il me semble, avec un partenariat avec Universal Music, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Qui vous offre l'occasion de... L'idée, c'est de faire une anthologie musicale en faisant une rencontre entre des grands réalisateurs d'animation et des grands titres musicaux que seul Universal Music pouvait nous apporter. Donc on travaille avec Universal Music France ce projet qui ressemblera à une collection de mini-movies finalement. C'est plutôt destiné à une plateforme de streaming et on aura une quinzaine de mini-movies autour de grands titres du répertoire musical d'Universal. Donc c'est la naissance de ce titre finalement Non, c'est l'histoire personnelle d'un réalisateur avec ce titre. Donc il va prendre un titre et il va en faire un film inspiré par sa propre vie. Et on a la chance de travailler avec Michael Gressy, qui est le réalisateur du Greatest Showman, qui orchestre l'ensemble de cette opération-là, puisqu'on va travailler avec 15 studios d'animation différents et 15 réalisateurs différents. Il faut bien une unité, il faut bien un chef d'orchestre, et c'est un chef d'orchestre prestigieux, puisque c'est Michael Gressy. Cool. Dans les longs métrages aussi, vous avez des choses... Et sur l'animation, si je peux me permettre, vas-y, je t'en prie, dans ce tiroir-là, Raphaël travaille également 4 ou 5 très jolis projets d'animation adulte. Comme tu le disais toi-même, c'est un secteur qui vraiment explose en ce moment. Aux États-Unis, la production d'animation adulte a dépassé en volume la production d'animation pour enfants. Et quand tu rajoutes en plus l'animé qui est plutôt destiné à l'adulte également, on voit que l'animation n'est vraiment plus qu'une histoire. Et tant mieux d'ailleurs. C'est vrai que là on est en train de vivre une sorte de révolution. On en avait parlé avec. En même temps, on pouvait se douter qu'après des années où les enfants ont regardé des dessins animés, on s'accoutume. Ils sont tellement à fond dans l'animation depuis très jeune, c'est tout à fait normal qu'ils aient envie de continuer à apprécier le genre. Et puis il y a d'autres longs métrages sur lesquels vous bossez et qui seront aussi appréciés par les adultes. Il y a Le Petit Nicolas, évidemment. Tout à fait. Ça c'est encore. Ça c'est formidable. C'est un film qui est produit par Aton Soumache. L'œuvre de Sampé et Goscinny. Oui, c'est l'histoire de la naissance du petit Nicolas et le biopic croisé finalement entre Sampé et Goscinny. L'histoire de la rencontre entre Sampé et Goscinny, coécrit par Anne Goscinny. Ça va vraiment être un film. Et ce sera réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Vous êtes très bien informés. Et c'est Le Petit Nicolas, juste pour la petite histoire, c'est une bande dessinée qui date de 1955 tout de même, qui avait été éditée pour la première fois dans une petite revue hebdomadaire qui s'appelait Le Moustique. Et aujourd'hui, regardez, c'est rentré dans le patrimoine culturel français, mais même au-delà. Donc c'est chouette, on a hâte de voir ça. Et puis on a une histoire avec Le Petit Nicolas, puisque la série animée Le Petit Nicolas a été produite il y a une dizaine d'années aussi. Elle avait été écrite par Olivier Pérouse d'ailleurs, dont on parlait précédemment. Et donc Méthode Animation a déjà produit une série animée du Petit Nicolas.
On a une très bonne relation avec les ayants droit, évidemment. Et avec Anne Goscinny. On est ravis de proposer ce film au public en 2022. Autre film biopic croisé, c'est celle de Marcel et Monsieur Pagnol. Voilà, avec Sylvain Chaumet, une signature incroyable de l'animation française, après les triplettes de Belleville. Triplettes de Belleville, magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pareil, il faut absolument le voir. Voilà, un talent français dont on va apporter la nouvelle œuvre à l'international à travers ce biopic de Pagnol qui est très très prometteur. Marcel Pagnol, 1895-1974. Et évidemment, c'est l'auteur de Manon des Sources, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Je le fais avec l'accent parce que... parce que tu veux prouver que tu as de l'accent. Je disais à Sabri qu'à la radio, en podcast, je n'entendais pas son accent. Et là, effectivement, on entend son accent. Donc je le prononce un peu plus. Mais à Bayonne, ceci dit, parce que tu es originaire de Bayonne, il n'y a pas du tout d'accent. Il y a de l'accent, mais je l'ai perdu après quelques années parisiennes. Ouais. Ah, moi, je suis un résistant. Deux longs métrages en classique 2D qu'on a hâte de découvrir. Et puis évidemment, dans les univers que vous développez, au même titre que vous l'avez développé avec Jérémy Zag autour de Miraculous, il y a un nouvel univers qui est en train de s'entrouvrir. C'est celui de Johan Sfar. Tout à fait. C'est le deuxième studio de Media One Animation, c'est Magical Society, qui est une société fondée par Johan Sfar et Aton Soumache, et qui a pour vocation d'emmener au public partout dans le monde l'univers ultra créatif de Johan Sfar. Très profond, avec beaucoup d'interconnexions d'ailleurs. Voilà, c'est un vrai multiverse avant l'heure. Je pense qu'avant Marvel, Johan avait conçu le multiverse. Ouais. Et donc, on a plus d'une quinzaine de projets qui sont dédiés et qui visent les enfants, mais pas seulement, les enfants, les adultes, les familles, en animation et en fiction. Fiction pour adultes également. Donc c'est extrêmement riche et varié. Ouais. Les premières séries, on produit la première série animée pour enfants pour le coup qui s'appelle Monsieur Crocodile, adapté d'un de ses très chouettes livres. Donc on le fait pour France Télévisions. Et à chaque fois, on part avec l'ambition. On est tous très fans du travail de Johan. Et on l'emmène, on le transcrit en 3D, puisqu'il a un trait très spécifique. Tout à fait, ouais. Et donc on aurait pu faire le choix de la 2D, mais on pense que pour l'apporter à un public international, c'est très important de passer par la 3D. Et puis mais je me souviens de Petit Vampire, justement, il y avait cet enjeu de passer de son style 2D à quelque chose qu'on peut mélanger avec la 3D, etc. Et ça avait été assez bien réussi. Ça avait très bien fonctionné. On va regarder d'ailleurs des images parce que pour ceux qui l'ont pas vu, pareil, il faut absolument voir ce film, Petit Vampire. Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincé ici. Je peux pas dire ça. Moi je m'en fiche. Je quitte cette maison. Il a perdu la boule. Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. Vous allez où? À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Bien le nom de l'élève, Michel Douffon. Qui es-tu? Un vampire. Et je veux être ton ami? Tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe. C'est mes grands-parents, j'ai perdu mes parents. Ah bon? Tu les as mis où? Ah, t'es rigolo. Perdu mes parents, c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. Et c'est fou, parce que effectivement, le dessin de Johan, au début, c'est quand même assez lâche. Il y a ce côté un peu spontané, etc. Et puis là, on a réussi à traduire ça. Ouais, c'est un travail formidable qui avait été démarré dans le studio Autochenille, avec Antoine Delvaux, qui nous a rejoint depuis, qui s'est occupé de toute la production du film et qui est désormais d'ailleurs le producteur de cinéma de On Classics, qui est notre label cinéma. Tout ce beau monde gravite en fait. C'est le multivers. On change pas une équipe qui gagne, c'est le multiverse Media One. Très cool. En tout cas, je suis content de témoigner de ça parce que finalement, peut-être que dans 10 ans, j'amènerai mes enfants dans l'univers de Johan Sfar autour d'un, je sais pas, soit un univers de jeux ou alors de nouvelles œuvres à découvrir. Sans doute, en tout cas, c'est l'ambition de populariser encore plus. Bon, les Français l'aiment déjà beaucoup, il a beaucoup de succès en Europe, il a du succès à l'international, mais l'idée, c'est de l'apporter encore plus loin et à travers les plateformes, d'emmener son univers ultra original pour divertir les publics partout dans le monde.
Vous êtes content d'être côté producteur alors? Je suis ravi. C'était quand on fait 25 ans de diffusion et que pendant 25 ans on assemble les grilles de programme pour les enfants, il y a un moment où on a envie de jouer encore davantage avec les jouets et d'être encore plus associé à la création des jouets. Donc c'était une envie, une ambition depuis longtemps. Et puis Antoine Capton et Attends Soumache m'ont permis de la réaliser avec une équipe géniale. Et donc il y a une feuille de route enthousiasmante. C'est un super moment pour l'animation française, puisque l'animation n'a jamais été aussi haute. Vous savez qu'en termes d'emploi, on pense que dans 2-3 ans, on aura plus de 10 000 personnes qui travailleront dans l'animation. Absolument. Les plateformes cherchent du contenu et tous les chakras éditoriaux sont ouverts. Pendant longtemps, l'animation était réduite à un segment de l'animation pour enfants. Désormais, on peut faire des séries préscolaires, des séries pour adultes, des séries pour des publics très différents, du documentaire en animation. On a des projets avec certaines sociétés du groupe. Donc il y a un champ éditorial extrêmement intéressant, innovant et créatif qui s'ouvre. Bah, c'est super, c'est très encourageant. Moi, je souhaite aussi finalement qu'on fortifie toute cette industrie et qu'on la rende encore plus belle, encore plus solide pour conquérir le monde, hein, j'ai envie de dire. Donc, on est plein d'ambition. Non, mais c'est bien. Et en plus, la chance de l'animation, c'est que tout est possible. Très honnêtement, là où faire, je sais pas moi, un Game of Thrones, ça prend vraiment du temps et des ressources, etc. En animation, on peut avoir des ambitions très importantes et avec des moyens, voilà, pas limités, mais plus rationnels, on va dire. Ouais. Et ça ouvre complètement le champ des possibles. Je trouve ça extraordinaire. Donc on n'a pas fini de se régaler pendant la décennie qui arrive. Est-ce qu'il y a un petit conseil que vous avez envie de donner aux jeunes qui démarrent dans cette industrie? J'aurais dû me préparer cette question. Ouais. Je t'ai entendu souvent et je n'ai absolument pas préparé cette question. Finalement, ou alors qu'est-ce que vous avez appris au fur et à mesure de ces années sur... Non, le conseil que je donnerais aux plus jeunes, on va dire, c'est vraiment d'avoir promoteur sa propre passion et de ne pas hésiter à faire des choses très très différentes. Ce que je dis toujours aux plus jeunes quand ils arrivent dans des équipes, c'est que surtout il faut faire un maximum de choses très différentes à l'origine et ne pas hésiter à avoir des expériences très variées dès le début d'un parcours professionnel. Parce que la France, c'est un pays assez cloisonnant, dans lequel on peut avoir une petite tendance à être mis dans une petite boîte et à rester dans cette petite boîte-là. Donc il faut éviter ça, il faut multiplier les expériences, les points de vue. Quitte à ce que ça soit douloureux, ou des fois que ce soit des erreurs, etc. Tout à fait, quitte à ce que ça soit douloureux, parce que on est dans des métiers ultra collaboratifs, ultra participatifs, il faut vraiment bouger un maximum et l'animation ça offre vraiment ça. Puis je pense qu'une initiative comme la tienne ça va nous permettre aussi de recruter. L'animation a besoin de jeunes talents dans tous les métiers. Absolument. De la partie dans laquelle moi je suis resté pendant 25 ans, c'est-à-dire la diffusion, la programmation, c'est des métiers très spécifiques, l'achat, le commissioning de contenu, ce sont des métiers spécifiques. À la production, dans lequel là aussi il y a 1000 métiers et surtout énormément de techniques, de demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut expliquer aussi aux jeunes qui adorent l'animation et qui ont un petit talent de dessin ou autre ou technique, aller vers ces métiers-là. Il y a plein de formations, il y a même des formations gratuites. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans la maison de l'animation. Personne ne le regrettera. Exactement. Et en plus, on a des vrais besoins. Donc, allons-y, c'est une super filière. Merci à toi, avec Animacho, de populariser la filière. Ah non, mais c'est avec grand plaisir. Ça, c'est clair. Merci infiniment, Julien. Merci, Sabri. J'ai adoré discuter de tous ces éléments avec toi. Et puis voilà, c'est top de voir un peu l'articulation d'une stratégie autour des contenus. Vous avez énormément de choses qui arrivent et on sera ravis de découvrir ça. Donc merci encore une fois. Merci Sabri et merci à toutes tes équipes. Bah oui. À bientôt. Merci à eux aussi. Un grand merci à tous les auditeurs et auditrices d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Et merci de partager Animacho à vos proches et à vos amis. Pour connaître nos prochains invités, suivez-nous sur Animacho France sur Instagram. Et on compte sur vous. À bientôt. Merci infiniment.